On poursuit cette émission avec Michaël Droard, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur du livre « La gouvernance adaptative », on va y revenir, et cofondateur de Fabrique, un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des entreprises vers leur transition dans l'intelligence collective et l'auto-organisation. Avant d'aller vraiment dans la gouvernance adaptative, déjà le terme auto-organisation me questionne. Comment est-ce qu'on peut être auto-organisé, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui doit organiser les choses ? C'est une vraie question. Et on parlait juste avant, si on regarde une équipe de foot sur le terrain, cette équipe, finalement, elle est auto-organisée. Elle s'auto-organise. Chacun a une place, chacun sait plus ou moins la zone du terrain qu'il doit occuper, mais en même temps, il va se placer par rapport à un ballon et par rapport à d'autres adversaires et des partenaires. Et en fait, l'équipe s'auto-organise sur le terrain pour gagner la partie. Et finalement, l'auto-organisation, c'est une capacité qu'a un collectif de fonctionner. Et peut-être la grande transition qu'on voit et on l'a à l'échelle de la société, mais on l'a dans les organisations, c'est la limite d'un mécanisme pyramidal où finalement il y a une chaîne de commandement avec un chef en haut qui vous dit quoi faire et puis chacun derrière exécute. Ce qui a plein de vertus au passage, parce qu'on a pu construire des pyramides comme ça. Et en même temps qu'il y a des limites quand le monde change et qu'il devient très incertain et que les variables se multiplient comme on le voit en ce moment. Dans ces cas-là, on a besoin de trouver une autre solution. Et là, il y a un potentiel dans les collectifs, dans une équipe, dans les équipes, ce qu'on appelle l'intelligence collective, pour mieux s'auto-organiser, c'est ça qu'on entend. Mais il y a derrière des grands principes et des principes qui permettent de le faire. J'aime beaucoup votre analogie avec le terrain de football. L'équipe de foot est donc auto-organisée autour du ballon. Que serait le ballon si on devait le rapporter dans le monde de l'entreprise ? Le ballon, c'est quoi ? C'est la valeur qu'on veut produire, c'est le projet qu'on veut créer, c'est le service qu'on veut rendre à notre client ou qu'on veut lui vendre. C'est le projet de développement de R&D, c'est ça le ballon. Donc le ballon, c'est la valeur qui circule. En fait, dans l'entreprise, à la différence du terrain de foot, c'est qu'il y a plein de ballons tout le temps. Et sur le terrain de foot, les gens voient où sont leurs partenaires et voient le ballon, donc ça va, on peut à peu près se situer. Mais le challenge pour une organisation, notamment pour les grandes entreprises, c'est qu'il y a plein de ballons et que les gens, ils sont à distance, ils ne se voient pas. Et donc, on a besoin de trouver une manière de faire pour pouvoir jouer ces ballons en permanence et le mieux possible pour gagner la partie et pour battre l'adversaire, en tout cas pour créer de la valeur. C'est ça le grand défi des entreprises, comment je crée de la valeur. Pour ça, il faut bien jouer au ballon, il faut bien jouer en intelligence collective. Alors la gouvernance adaptative dans tout ça, c'est quoi ? Alors, d'abord, c'est une réponse à cette grande question, comment faire ? Comment faire pour fonctionner de manière plus auto-organisée ? D'ailleurs, au passage, beaucoup d'entreprises souhaitent y aller. On existe, c'est notre métier parce que beaucoup d'entreprises se posent la question de comment faire, mais il n'y a pas aujourd'hui de réponse toute faite, il n'y a pas un livret qu'on pourrait suivre pour y arriver. Ce serait pourtant vachement bien. Ce serait vachement bien. Il n'y a pas encore le modèle de comme dans notre qualité, on suit les grands principes, vous savez, qu'on met en place avec des démarches de qualité. Là, en fait, il y a une réponse adaptée à chaque entreprise. Et la question pour chaque entreprise, c'est en fonction de ma culture, en fonction de ma maturité, de mon métier, de mon contexte, de mon écosystème, ça veut dire quoi pour nous ? Alors là, la gouvernance adaptative, c'est une réponse à cette question comment faire que se posent beaucoup d'entreprises. Non pas en répondant avec des règles précises, mais plutôt avec des grands principes. Et qui ouvre la question sur ces principes, finalement, vous en êtes où ? Et bien sûr, on donne aussi des outils, en tout cas une boîte à outils dans laquelle une entreprise peut venir piocher pour mettre en place cette démarche de transformation qui va toucher à la fois sa culture et aussi ses modes de fonctionnement, son organisation. Ça veut dire, si j'entends bien ce que vous dites, un management qui est moins vertical et nettement plus horizontal, c'est ça l'idée ? C'est un management c'est un management qui avant tout croit que les gens sont capables. Que les gens sont capables et ont un potentiel qu'il faut aller chercher. Ça veut dire de l'autonomie. Exactement, de l'autonomie. Et donc, vous savez, vous avez plus à gagner à avoir un collaborateur vraiment autonome, qui va prendre des initiatives, qui va savoir se Mais se c'est là placer par où rapport moi, aux je défis. ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. J'entends, et effectivement, je vous rejoins. C'est mon intérêt d'avoir un collaborateur qui soit autonome, qui prenne des initiatives. Mais ma question, c'est est-ce que chacun de mes collaborateurs est capable de faire ça ? Il y a des caractères qui font que... Complètement. C'est difficile pour eux de prendre des initiatives. Bien sûr. Alors, il ne s'agit pas de dire maintenant, vous êtes tous autonomes, débrouillez-vous. Et ça, c'est peut-être... on a eu dans notre secteur, il y a plein d'expériences. Et on a vu des entreprises faire ça et lâcher complètement la bride et dire maintenant, vous débrouillez, tout le monde est autonome. Et effectivement, il y a des niveaux de maturité.
Et dans le management, c'est depuis longtemps, il y a plein de modèles de management qui nous parlent des étapes de maturité. Et donc, il s'agit de s'adapter à la maturité du collaborateur, mais de l'équipe et même de l'entreprise. Finalement, à tous les niveaux, c'est un peu la même problématique. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que nous, équipe, cet individu, cette équipe, cette entreprise, finalement, c'est quoi son pas d'après? C'est quoi peut-être le dispositif qui peut lui permettre d'aller un peu plus dans un niveau de maturité plus grand, et ça va se traduire par peut-être plus d'autonomie des personnes, mais aussi des modes de fonctionnement qui sont ceux du niveau d'après, pour vous, pour cette personne, pour ce collaborateur, cette équipe, cette entreprise. C'est ça qu'on va aller chercher. Il y a autonomie et il y a mise en responsabilité qui est souvent le corollaire. Ouais. Mais comment est-ce qu'on met quelqu'un, moi j'ai encore jamais eu quelqu'un qui m'explique concrètement, comment est-ce qu'on met quelqu'un en responsabilité? Quel levier moi j'ai en tant que manager pour rendre mes équipes responsables? Ok. Alors, il y a des outils qui existent. Je vous invite à aller voir. Là, je rentre un peu dans les outils techniques, mais ça peut intéresser aussi l'audience. Vous avez un outil qui, par exemple, on a une grande boîte à outils. Donc, on va proposer toutes sortes de choses qui vont justement traduire concrètement dans des pratiques cette culture-là, cet esprit-là. Un d'entre eux s'appelle le Delegation Poker. Nous, on ne l'a pas inventé. Ça vient de Jürgen Appelo, un monsieur qui s'appelle comme ça. Et donc, c'est un outil qui va aider un manager et un collaborateur à clarifier le niveau d'autonomie qu'on a sur un sujet. Voilà. Du niveau le plus bas, c'est-à-dire je te dis ce que tu dois faire et t'exécutes, jusqu'à tu fais et je te fais confiance, j'ai même pas besoin de savoir. Et entre les deux, il y a plein de variables possibles. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une conversation à ce sujet-là. Et de se poser la question de qu'est-ce que tu aimerais? Et moi, manager, qu'est-ce que j'aimerais? Comment je le sens? Et ensuite, on va regarder ensemble ce qu'on peut tenter. Peut-être pour passer un cran. Peut-être, par exemple, on va décider ensemble. Ou peut-être, je vais décider, mais je vais te consulter. Et puis après, on va décider ensemble. Puis après, tu décideras et j'aimerais juste être informé. Et on va comme ça construire, se donner un outil pour progressivement construire cette collaboration. Mais je voudrais juste dire un point, c'est que ça ne se joue pas seulement dans la relation de la personne à la personne, ça se joue beaucoup dans l'équipe. Et dans les organisations, finalement, l'unité, enfin nous, c'est ce qu'on propose de regarder, c'est que l'unité pour appréhender une organisation, c'est l'équipe. Bien sûr, on peut appréhender au niveau de la personne, c'est ce qu'on fait souvent. On développe les gens, on les accompagne individuellement, mais fondamentalement, c'est le comportement d'une équipe en tant qu'équipe qui va générer un résultat. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est quels sont les mécanismes collectifs. C'est comme un sport collectif. C'est quoi les mécanismes collectifs qui font que, en fait, naturellement, les gens vont pouvoir prendre plus d'autonomie? Alors, je vais pousser un peu, mais une équipe dans laquelle chacun est autonome, est-ce que c'est pas un peu un bazar organisé? Et c'est justement pas une équipe où chacun est autonome, c'est une équipe dont chacun est responsabilisé, mais interdépendant. Donc on n'est pas dans l'indépendant, je fais ce que je veux, moi je m'occupe de ça, puis toi. Sinon on revient dans des silos et c'est vraiment pas le but. C'est plutôt comment je deviens plus conscient de mon interaction avec l'autre et de ce dont il a besoin de moi et m'assurer que j'ai ce dont j'ai besoin de l'autre pour pouvoir faire et livrer ce que moi j'ai à livrer. Donc on est dans cette conscience du collectif et dans cette vision d'ensemble du jeu. Et en même temps, moi j'ai un espace à tenir et c'est très clair pour moi et je passe pas mon temps à demander l'avis à quelqu'un. Sur mon périmètre, j'ai autonomie et il y a des mécanismes qui font que si je fais quelque chose qui ne va pas, on me le redira très vite et on va pouvoir très vite faire les corrections. On ne va pas attendre que ce soit un gros problème, on va traiter par micro-ajustements au fil de l'eau, par des processus de feedback en permanence, ces ajustements quand quelque chose ne va pas. Et c'est ces pratiques collectives de gestion des tensions, de retour d'expérience qui font qu'en fait, on monte le niveau de jeu et qu'on passe d'une équipe finalement de gens très intelligents mais qui collectivement fonctionnent moyennement à une équipe excellente sur le plan collectif. Si on décide de mettre en place une telle organisation, par quoi est-ce qu'on commence ? C'est ce qu'on considère essentiel, c'est de commencer par une vraie volonté, une vraie démarche de transformation du top management. Donc, pourquoi ? Parce que ça va générer des implications. Par exemple, si les décisions étaient prises grosso modo, elle est à 70-80% en haut et à 20-30% en bas historiquement, et que là on va peut-être inverser, peut-être passer à 50-50. Mettons, eh bien, ça va générer toutes sortes de changements, même sur le rôle même du management, des managers. Donc, on a besoin d'être prêt à d'abord avoir ce regard positif, ce regard qui dit je pense que vous pouvez être capable de, et on va vous accompagner. Donc, c'est un choix. Peut-être aussi être prêt à faire une sorte de lâcher prise et aussi, et fondamentalement, à comprendre, et ça, c'est ce qu'on commencera toujours par faire, c'est quels sont les enjeux business. Si on ne le fait pas,
Parce que fondamentalement, on le fait pour des enjeux business. Si on ne le fait pas, quels sont les risques de l'organisation? Donc si on n'est pas plus agile, si on n'est pas plus transverse, capable de fonctionner en intelligence collective, finalement, quels sont nos risques business? Et donc la première chose, c'est de poser ça. Ensuite, ça va être de comprendre finalement, nous, équipe de direction, finalement, qu'est-ce qu'on veut, quelle est la raison d'être qu'elle on veut servir, finalement, la valeur qu'on veut créer pour nos clients, mais pour l'ensemble de nos parties prenantes, et comment incarner cette valeur dans notre mode de fonctionnement, dans notre organisation. Donc on va commencer par faire un travail très en amont, avant de l'incarner dans du comment. Voilà, on fait du pourquoi avant de faire du comment, et après, quand le pourquoi est clair, le comment vient naturellement. Quels sont les retours des entreprises que vous avez quand elles ont mis en place ce système-là? Qu'est-ce que ça leur apporte finalement? Alors, c'est deux questions. Alors, par exemple, si on prend l'exemple d'Orange, parce que j'ai co-écrit le livre avec 2 collègues d'Orange, parce qu'on a cette grande et magnifique expérience ensemble de co-création, et le livre est d'ailleurs le résultat de cette histoire-là. Il y a beaucoup d'exemples concrets. C'est un livre qui s'adresse aux gens qui se disent comment faire, mais qui veulent du concret, pas de la théorie, mais du pratique. Et donc, ce que disent les gens chez Orange après différentes enquêtes, c'est 80% des gens ne veulent pas revenir en arrière. 80% disent non, mais on ne peut pas revenir en arrière. Une fois qu'on a commencé à fonctionner comme ça, c'est beaucoup mieux. On observe après. Vous savez, c'est toujours compliqué dans la conduite du changement de mesurer le bénéfice, parce qu'on n'a pas 2 entreprises qui vivent dans 2 mondes parallèles et on peut mesurer. Donc, comment faire? Donc, ce qu'on peut voir, ce qu'on observe, c'est par exemple des budgets mieux gérés. On observe des temps de développement plus courts, ou des opérationnels qui disent non, mais nous on a été beaucoup plus vite. Là, je me rappelle d'un projet où les gens disaient mais on a gagné 3 mois de travail, parce qu'en fait on s'est mis autour de la table ensemble, on a clarifié le qui fait quoi, on a clarifié nos modes de fonctionnement, on a mis en place on a mis en place des rituels de réunion qui sont en intelligence collective, et en fait parce qu'on a cet état d'esprit et cette posture ensemble, on a gagné beaucoup de temps. Donc les résultats vont se traduire. Stéphane Pensiville, à qui j'ai coécrit le livre, lui dit, il était patron d'une entité de 500 personnes, et il dit, moi j'ai gagné 1 jour par semaine de temps. Voilà, un jour par semaine. Un jour par semaine de temps, parce qu'il arrête d'aller, il le dit, il écrit, il arrête d'aller dans des réunions où en fait il est là parce qu'il était le chef et parce qu'il faut que le chef soit là, et simplement tout ce temps qu'il a gagné à faire des endroits où finalement sa valeur ajoutée n'était pas énorme, elle était plutôt statutaire, ce jour par semaine il le consacre à ses équipes, à aller sur le terrain, aller les rencontrer et les écouter. Voilà, à titre d'exemple des bénéfices qu'on peut avoir. C'est une tendance de fond, vous pensez, ce changement de management, encore plus peut-être avec les nouveaux modes de travail? Encore plus avec le nouveau mode de travail, parce que vous avez aujourd'hui ce grand défi des talents, des gens qui ne veulent plus revenir au travail. Hier, j'étais chez un client et il y avait une tour Saint-Denis vide. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Quel sens ça a? Est-ce qu'on peut vraiment réussir si on se parle, si on se voit plus? Donc la question de l'attractivité, du recrutement. Donc on sait que les talents attendent 2 choses. Ils veulent de l'autonomie. Donc si on met pas en place un mode de management qui favorise l'autonomie, on va pas être compétitif. Donc je veux dire, c'est une démarche évidente, rien que de ce point de vue-là. Et puis ils veulent du sens. Et ils veulent pouvoir, dans cette autonomie, prendre des initiatives. Ils veulent créer de la valeur. Ils veulent qu'on parle de valeur et pas qu'on parle de « je reporte à un chef qui me dit quoi faire ». Et donc, ils sont peut-être plus matures. Et donc, cette maturité, elle doit se traduire dans l'organisation par des modes de fonctionnement, par une culture managériale. Et donc, oui, c'est une tendance de fond. Et le premier driver, c'est même pas ça. Le premier driver, c'est la digitalisation. C'est un environnement qui est de plus en plus complexe. Donc, fondamentalement, la digitalisation a créé toutes sortes de nouvelles habitudes et d'attentes des clients qui font qu'on doit répondre de manière beaucoup plus sophistiquée à des attentes et beaucoup plus vite. Et donc, à nouveau, la vieille chaîne de commandement classique, elle est un peu dépassée là. Et c'est là qu'il faut trouver d'autres manières de faire, à la fois structurées, mais en même temps qui, comme le sous-titre du livre, libère le pouvoir d'agir dans l'organisation. Merci beaucoup, Michaël Drouard. Je rappelle votre livre, La gouvernance adaptative. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.